Vidéo 5. Relation aux experts et aux soignants. Avertissement. Cette vidéo ne peut se comprendre correctement qu'après le visionnement des vidéos 1 et 2 fonctionnement général. Je renouvelle ma suggestion pour les traumatisés. Afin de prendre le temps de lire le texte des diapos sans être gêné par le son, pensez à mettre le lecteur vidéo sur pause. Si j'admets l'hypothèse que la réserve d'énergie potentielle est très faible et que le disponible dépend de la nature des tâches déjà faites, eh bien je peux en déduire que le résultat dépend de l'heure d'expertise et de sa durée, et la nature de ses conclusions aussi. Pour la première expertise de l'assurance, j'avais refusé tout rendez-vous l'après-midi. Mes doléances étaient écrites, j'en avais même une disquette informatique. La consultation a duré 45 minutes. Conclusion, troubles subjectifs des traumatisés crâniens, 5% d'IPP, reprise du travail possible. Mes doléances étaient bien mentionnées dans le rapport, mais l'expertise ayant eu lieu dans un moment où ma pile était encore chargée, l'expert n'avait remarqué aucun trouble. Pour la contre-expertise, avec un professeur neurochirurgien, c'était en début d'après-midi à Rennes. J'étais largement sollicité pour expliquer, durée 1h30. Conclusion, un accident aussi bénin ne peut engendrer de tels troubles. L'imagerie médicale, en effet, ne montre pas d'anomalie. D'où l'idée d'une décompensation consécutive à un état psychologique antérieur fragile. Et par ailleurs, tout était parfait. Au final, 8% d'IPP pour troubles subis. Quand j'ai lu la conclusion, j'en ai ri tellement c'était irréaliste, tellement ça n'avait rien à voir avec moi. Et pourtant, cet expert n'a pas du tout inventé, et j'étais accompagné par un médecin qui avait mon dossier. Il a tiré tout ou partie de ses conclusions quand j'étais incapable de comprendre, tout du moins assez vite, ces questions, et bien sûr de rassembler mes idées pour y répondre complètement. À partir d'un certain stade, c'est mon interlocuteur qui fait les questions et les réponses. Et en prime, je n'ai plus de souvenir précis de ces moments-là. C'est de la même façon que j'ai été considéré en difficulté professionnelle par un médecin conseil. C'était un contrôle en milieu d'après-midi alors que j'étais déjà bien fatigué. Nous sommes évidemment complètement démunis, d'autant que j'ai consulté les médecins qui m'accompagnaient lors de ces expertises. Devais-je m'y présenter reposé ou fatigué? Ils ne savaient pas répondre à cette question. Les troubles psychologiques antérieurs à l'accident font partie des diagnostics courants pour les traumatisés légers ou modérés. On ne peut nier que ces troubles existent quand l'assurance maladie publie qu'en l'an 2000, 10% de la population française a utilisé des antidépresseurs. Pour ma part, je n'ai jamais pris de tranquillisant de ma vie. Mais statistiquement, il est aussi possible d'envisager que les difficultés psychiques soient la conséquence de l'accident. Si les séquelles étaient connues et reconnues, il serait facile de comprendre que l'on puisse connaître quelques passages difficiles et qu'elles ne se digèrent pas si facilement. Si j'extrapole ce schéma au corps médical, j'en déduis que, selon toute vraisemblance, j'aurai quelques soucis dans la cohérence des diagnostics, comme pour les experts. En effet, les conclusions d'une consultation réalisée à l'instant A ou à l'instant B ne donneront pas le même résultat. En général, le médecin peut s'appuyer en partie sur ce que dit son patient. Or, ce n'est pas le cas avec moi. À l'instant B, je ne comprends plus bien ce qu'on me dit, n'arrive plus à rassembler mes idées ni à m'exprimer. Et quand le praticien a vu son patient en A et B, il peut avoir des doutes, ou pire, ne plus avoir de doutes.
Que dire d'un bilan neuropsychologique passé quand on est fatigué ou pas? Personnellement, j'ai été amené à passer 4 tests avec 4 personnes habilitées différentes. 3 fois en situation reposée et une fois après 1h30 de conduite automobile. Les conclusions étaient divergentes, voire contradictoires, selon la durée du test et le niveau de fatigue mentale initiale. Si ce bilan m'a rassuré, dans le sens qu'il montrait objectivement un problème alors que j'étais jusqu'alors médicalement dans le royaume du subjectif, puisque l'imagerie médicale ne faisait pas apparaître d'anomalies, la synthèse du bilan s'établit sur une moyenne des tests passés dans un laps de temps court. Or, ces tests m'avaient épuisé complètement. Mais ce qui se passe après le test est hors diagnostic. En réalité, ma pile était vidée pour au moins 24 heures. Mais c'est complètement méconnu, ignoré. Après mon test à Saint-Brieuc, j'ai dormi 45 minutes dans la voiture avant de repartir, puis j'ai dormi tout l'après-midi jusqu'au lendemain 9 heures. Du moins, c'est ce que m'a dit ma compagne, puisque j'en ai pas de souvenir. Comment faire comprendre l'immensité de la perte que nous avons subie? Le bilan neuropsychologique n'est certainement pas l'outil approprié. D'ailleurs, lors des contre-expertises, les résultats des tests n'ont pas modifié l'appréciation initiale du préjudice, puisque les taux d'IPP sont restés quasiment identiques, 8% au lieu de 5%. Certains tests mentionnaient pourtant la présence de troubles cognitifs, TIF. Et je suis tenté de dire, et alors? On n'est pas dans le concret quand on a posé ce diagnostic. J'ai cherché sans succès à ce que l'on s'intéresse à ce qui se passe après 1h30 de tests. Parce que ces tests n'étaient pas plus exigeants que mon travail, et je les ai seulement réalisés avec l'intensité maximum. Voir précisément de quoi j'étais capable après quelques heures de repos par une nouvelle série de tests par exemple, cela donnerait déjà une idée plus exacte de ma vraie réalité, qui est qu'après 2 heures de mon travail, la journée était finie. Faire toucher, sentir et reconnaître l'immensité de ce qui est perdu. Oui, mais la question est comment et avec qui? Ce qui est en noir sur ce graphique représente ce qui a été perdu. C'est très important pour nous qui, sous des apparences extérieures normales, sommes très rapidement privés de nos moyens, donc vite malmenés, voire broyés. N'est-ce pas aussi légitime pour les blessés de chercher à faire reconnaître ce qu'ils ont perdu et tenter d'obtenir réparation pour espérer une vie matérielle décente? Nombreux sont ceux qui ne sont pas responsables de l'accident, mais en sont victimes. Repérer le niveau de fatigue mentale serait évidemment une bonne base de départ pour proposer des activités adaptées, ou en tout cas éviter des orientations inadaptées qui risquent d'amener à l'échec. C'est sans doute mission impossible quand le blessé méconnaît encore son propre fonctionnement et qu'il est en contradiction entre ce qu'il peut réellement faire et ce qu'il voudrait bien faire.